France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03. Nous sommes en direct, on ne vit pas dans la même France. Cette émission qui casse les codes, cette émission qu'on ne retrouve nulle part. Et alors ce soir, j'ai un plateau extraordinaire. On vit vraiment pas dans la même France. J'adore cette émission, les amis, je suis fan de cette émission. Il n'y a que sur Sud Radio qu'on trouve ça. Alors je vous explique. Chaque soir, on casse les codes de la politique. Chaque soir, on rend la politique plus accessible, on la vulgarise et on fait en sorte que vous, les gens qui en ont ras-le-bol, voilà, qui comprennent pas les discours politiques, etc., vous intéressez un petit peu plus. Alors pour ça, on essaye de faire participer nos influenceurs, nos créateurs de contenu, nos personnalités publiques qui eux ont l'habitude de vous parler et qu'on les aime ou qu'on les aime pas, parce qu'on leur tape souvent sur les doigts à nos influenceurs français, malheureusement, puisque en France ils sont très mal vus, alors qu'à l'étranger ce sont des stars, et ça je trouve ça dégueulasse qu'en France on ait tout le temps envie de démonter le travail des gens, alors qu'en fait voilà, on se donne du mal, on essaie de faire des choses, et au contraire moi je trouve qu'il faut les encourager, et en attendant qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des millions de personnes, ce qu'ont un peu plus de mal nos politiques préférés aussi, qui ils sont un peu plus de mal sur les réseaux sociaux. On a des députés, ils ont des comptes Instagram avec 300 followers. Comment on peut expliquer qu'un député qui a une place dans la société si importante, non mais c'est quand même fou des fois, parce que je sais pas si vous imaginez, on se dit un député qui a une place hyper importante dans la société, il a 200, 300, 400 followers. Un influenceur qui se fait tout seul et qui fait des vidéos, etc., il arrive d'avoir 1 million, 500 000, 1 million, 1,5 million d'abonnés. C'est quand même fou quand même, Nicolas Baise, non ? D'abord, bonsoir Magali, et puis... Je vais te présenter, hein, là je te lance le truc comme ça, là. De toute façon, pour une fois qu'on commence l'émission à l'heure, j'avais pas prévu de parler dans les 10 premières minutes. Non, mais il y a un truc assez fou. Moi, j'ai été député de 2012 à 2017 dans une circonscription où j'ai pas à rougir du travail que j'y ai effectué, parce que j'y étais très, 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 très présent. Et moi, je viens du bassin minier du Pas-de-Calais. Il y avait une tradition le dimanche soir, c'était avec mon petit frère, on allait manger chez mes parents et on allait chercher des frites à ce qu'on appelle chez nous la baraque à frites, pour ceux qui connaissent le Nord Pas-de-Calais. Et c'est une tradition qui existait avant que je sois député. Et quand je suis devenu député, on a continué ça. Et tous les dimanches soirs, on mangeait des frites chez mes parents. J'étais jamais reconnu à la baraque à frites. Et quand j'ai arrêté d'être député, et vous le savez, vous me connaissez Magali, donc vous le savez, j'ai fait un peu de télévision avec Valérie Benaïm. Ouais, des chroniqueurs. Sur C8. Et après la deuxième émission, pas 50 émissions, la deuxième émission, le dimanche où je vais chercher les frites, on m'a demandé des selfies et on m'a reconnu, on m'a dit « Ah, on vous a vu à la télé ». Je veux dire, pendant 5 ans, j'avais été député, j'étais à l'Assemblée, j'ai fait des rapports, je travaillais, je posais des questions au gouvernement régulièrement. J'étais dans toutes les manifestations publiques de mon territoire et jamais je n'ai eu de reconnaissance. J'ai fait 2 fois l'émission de Valérie Benaïm et on demandait des selfies à la friterie. Donc je pense qu'il y a, au-delà de peut-être d'un problème des politiques à communiquer avec le grand public, il y a aussi de l'autre côté un des intérêts du grand public de la politique, et ce qui est un peu dommage, puisque la politique, ça concerne tout le monde, et tout le monde peut s'engager en politique. Enfin, la politique, c'est pas un métier de professionnel. Demain, toutes les personnes qui sont autour de cette table peuvent se présenter à n'importe quelle élection et devenir élus s'ils adhèrent, s'ils amènent autour d'eux le nombre de votes suffisant, et on dira pas vous êtes un professionnel de politique. Et bien, pourtant, dès que vous êtes élu dans ce pays, vous devenez un politique, et donc vous devenez, et vous pas parler des influenceurs, et moi j'ai du respect pour les créateurs de contenu, mais c'est le sujet de la soirée, on en parlera tout à l'heure. Mais en France, on aime taper sur ce qui est différent. Donc on tape sur le politique, on tape sur l'influenceur, on tape sur l'étranger, on tape sur tout le monde. Mais on tape sur tout le monde en France, hein, pardon. Parce que ça fait partie de notre culture, et c'est bien dommage, parce que le vivre ensemble, c'est positif, et un pays qui vit dans un état d'esprit positif est un pays qui fonctionne mieux, c'est vrai. Et où tout fonctionne mieux, et où tous les rouages fonctionnent mieux, même l'économie fonctionne mieux. Vous savez que a été mesuré le bonheur dans un pays, c'est 1 point de croissance par an. Dans un pays qui va bien, où les gens sont contents et où ils ne passent pas leur temps à s'engueuler, c'est 1 point de croissance. Donc peut-être qu'à un moment, il faut arrêter de taper, mais je ne jette ni la pierre aux politiques, ni la pierre aux gens qui tapent dessus. Il y a une incompréhension, il faut comprendre d'où vient cette incompréhension, et peut-être essayer de travailler sur
la communication des politiques à l'égard du grand public. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on va aborder ce soir. On reçoit donc Nicolas, donc tu t'es présenté, même si on te connaît, hein, Nicolas a l'habitude des plateaux télé, effectivement, tu es chroniqueur sur C8, tu es ancien député, tu es connu pour ton parcours politique, mais aussi pour ton passage remarqué donc à la télévision comme chroniqueur aux côtés de Valérie Benaïm dans C'est que de la télé sur C8. Tu es entre politique et médias. Tu incarnes un profil hybride, capable de décrypter l'actualité tout en t'adaptant au code du divertissement. C'est beau ce que je dis là. C'est bien. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, ton regard mêle une expérience de terrain et une analyse médiatique avec une liberté de ton qui ne laisse pas indifférent. Tu connais tous les politiques. Ta vie est encadrée de politique. Alors toi, tu vis politique, tu manges politique, tu dors politique, puisque tu es l'époux de Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre, qui a été ministre pendant 8 ans au gouvernement. Je crois que c'est une des celles qui est restée le plus longtemps. C'est celle qui est restée le plus longtemps, et c'est... je pense la ministre qui a affronté toutes les crises, parce qu'elle était à l'industrie quand il a fallu réindustrialiser et trouver des vaccins. Elle était à l'agriculture quand il y a eu la crise des agriculteurs, et elle a été ministre de l'énergie quand il y a eu la première crise pétrolière liée à la guerre en Ukraine. Donc c'est une ministre, je l'appelle la ministre des crises. Voilà. Ouais. Mais j'aime. Elle a des épaules quand même pour une femme. Enfin, on critique souvent les femmes, on les sous-estime, et les femmes, Dieu sait qu'elles sont maltraitées en politique. Elles sont maltraitées, et en plus les femmes, mais comme dans les médias, parce que c'était le sujet de la dernière émission qu'on aurait dû faire si malheureusement il n'y avait pas eu le décès de Loana, mais la dernière émission où j'étais invité, c'était sur la place des femmes dans les médias, et comme dans les médias, comme dans la politique, les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent, à mon avis, à la fois à cause des hommes, mais aussi à cause des femmes elles-mêmes qui se limitent et qui se fixent des barrières qu'elles ne devraient pas se fixer. Regardez, là, on est à l'aube de la présidentielle de 2027. Amusez-vous à faire un tableau, d'un côté les hommes qui se sont déclarés candidats à la présidence, et de l'autre côté les femmes qui se sont déclarées candidats à la présidence. Je pense que du côté des hommes, vous remplissez 2 pages complètes. Du côté des femmes, vous avez trop des doigts de votre main pour compter les femmes qui se sont déclarées candidates. C'est vrai, à un moment, les femmes s'autocensurent, et ce qui est bien dommage, parce que à la tête des boîtes, en politique, dans les médias, quand il y a plus de femmes, on se rend compte que ça fonctionne mieux. Après, il faut avoir les épaules quand même solides, hein, parce que voilà, c'est pas évident. La politique, voilà, il y a 2 influenceurs que je vais laisser parler, mais je suis un peu en forme ce soir. Mais attention, Nicolas est en forme. La politique, en politique. C'est son anniversaire, il y a pas longtemps. Voilà, c'est pour ça. Joyeux anniversaire. Laisse-moi te chanter cette chanson, s'il te plaît. Je suis rentré. T'avais qu'à venir. T'étais invité. Je suis rentré dans ma 50e année, ce qui est un drame pour moi. Mais je pense que la politique, c'est violent. Les médias, c'est violent. Les réseaux sociaux, c'est violent, et pour les créateurs de contenu, c'est violent, et même les créateurs de contenu qui respectent les règles. Enfin, Magali, on se connaît depuis longtemps. Je sais ce que vous faites chez Shona Evans avec l'influence. C'est vous. Moi, je me souviens quand j'étais en cabinet ministériel, vous étiez la seule à venir avec votre bâton de pèlerin à Bercy en disant l'influence, c'est un nouveau média. Faut des codes, faut des règles, faut pas laisser faire n'importe quoi. Vous étiez la première à le faire. Ah merci, ça c'est gentil. Vous étiez la première à le faire. Avant même que le politique s'intéresse à la question, vous étiez là en disant attention, faut éviter les dérapages, faut des règles, faut des codes, c'est une profession qui doit être régulée. Voilà, mais on est dans un pays où tout le monde aime taper sur tout le monde, et ça, je pense que on est loin de changer les choses. Ah, merci Nicolas. Alors, on reçoit en face de toi Lucas Zepos. Alors Lucas, tu es influenceur. Créateur de contenu. Tu es créateur de contenu. T'aimes pas quand on dit influenceur ? Je préfère le mot créateur de contenu, parce qu'influenceur, ça fait trop... comment expliquer ? C'est les réalités. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais que moi, j'ai un truc, et je l'ai dit dans mon émission à plusieurs reprises, il y a un problème depuis la crise Booba. On va se le dire. Il y a des gens qui veulent plus s'appeler influenceur. Parce qu'il a tellement diabolisé le mot influenceur avec son trafic influ-voleur, que du coup les gens veulent se sortir de ça, ce qu'on peut comprendre. Mais je trouve ça tellement triste. Parce que un influenceur, c'est le plus beau métier. Enfin, c'est un des plus... Non, c'est pas le plus beau, mais c'est un super beau métier. Oui. Parce que quand on influence les gens, et quand on a cette capacité, ce potentiel à pouvoir influencer la société
en bien évidemment, je parle pas des mauvais influenceurs, mais en belle influence. C'est tellement joli et je trouve ça tellement triste d'avoir diabolisé ce mot à tel point qu'aujourd'hui certains ne veulent plus s'appeler influenceurs. Alors ça revient strictement à la même chose pour moi, parce que moi j'ai connu ce milieu à son démarrage et créateur de contenu, c'est obligatoirement influenceur, parce que quand on crée, on ne peut pas influencer sans créer de contenu. On ne peut pas. Je veux dire, tu peux pas aujourd'hui être sur les réseaux, influencer des gens sans créer du contenu sur tes réseaux. Donc automatiquement, c'est la même chose. Mais c'est juste qu'on veut se sortir de ce mot qui a été diabolisé. Et je trouve ça triste, et je voulais le dire, parce que pour moi, c'était un beau métier. Et c'est un beau métier. Faut le réinstitutionnaliser, faut le re-rendre à sa juste valeur, avec des gens, bien sûr, compétents. Il y aura toujours des incompétents, il y aura toujours des mauvais, oui, sûr, comme dans tous les métiers, exactement. Mais voilà. Mais tu es donc créateur de contenu, suivi par une communauté grandissante sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où tu rassembles plus de 34 000 abonnés passionnés par l'univers du divertissement. Tu partages régulièrement des contenus lifestyle, humour et tendance qui séduisent un public jeune et connecté. Et grâce à ta proximité avec ta communauté et ta présence active en ligne, tu t'imposes progressivement comme une personnalité montante des réseaux sociaux. Est-ce que tu as TikTok aussi ? Oui, je suis sur TikTok aussi. J'ai 90 000 abonnés. Je suis sur Snapchat, YouTube, enfin un peu partout finalement. Donc tu vas comme une petite toile d'araignée là. C'est ça, exactement. Tu vas un peu partout. C'est ça. Et toi, tu privilégies l'humour sur les réseaux ? L'humour, le lifestyle, le voyage, un peu tout finalement. Ok. Très bien. Eh ben, bienvenue chez nous. C'est un compte pour moi, ça, je peux le suivre. Ah ouais. Avec plaisir. Et restez avec nous sur Sud Radio. On accueille Dear Chris juste après cette petite pause. Restez avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Alors ce soir, on reçoit les amis Nicolas Bays, on reçoit Lucas Zepos, on reçoit Dear Chris. On va parler d'un sujet aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe en ce moment avec les fameuses house sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai tenu à faire un sujet là-dessus parce que on a vu toute cette débandade dans la télé-réalité, toutes ces émissions qui ont émergé, qui ont cartonné, qui ont créé des vrais phénomènes de société, qui ont été ultra décriés. Ça a été très critiqué. Il y a des règles qui ont dû être mises en place à juste titre pour protéger les candidats, pour protéger les spectateurs. Alors il y a eu des règles notamment sur, par exemple, aujourd'hui quand vous êtes candidat télé-réalité, vous devez passer forcément chez un psy avant de rentrer dans l'émission pour être sûr que ça ne va pas affecter votre santé mentale et vous mettre en danger. Il y a des règles aussi pendant les émissions de pas faire du contenu qui soit trop trash et qui soit traumatisant pour les enfants qui vous regardent. Etc. Et puis finalement, ça a tellement été bridé qu'effectivement, on peut se le dire, c'est quand même moins regardé qu'avant. Voilà, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être à cause de plein de choses, mais c'est bridé aujourd'hui, à juste titre, pour éviter les débordements, c'est bien. Mais on voit en parallèle un phénomène qui est, pour moi, qui revient à la même chose, c'est que en parallèle, il y a des houses qui se créent. Des houses, pour nos auditeurs, c'est comme des téléréalités. Voilà, c'est pareil, c'est une maison où sont regroupés plusieurs influenceurs, plusieurs personnalités, et qui se filment toute la journée, à travers leurs propres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok. Et ça, c'est pas réglementé du tout. Donc on revient finalement en marche arrière et on se dit finalement tous les efforts qui ont été faits aujourd'hui pour contrôler et réguler la télé-réalité, enfin contrôler plutôt la réguler, la rendre plus propre. Et en parallèle, on a ces téléréalités qui se créent sur les réseaux sociaux par des influenceurs eux-mêmes, qui n'ont aucun contrôle, aucune régulation, puisque vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a personne qui dit rien. Finalement, on se dit, est-ce que c'est une bonne chose de revenir au naturel ? Est-ce que finalement, c'est faire marche arrière par le laxisme des plateformes qui, elles, ne contrôlent rien ? Donc finalement, ce qui est réglementé d'un côté, finalement, on va tout simplement le déplacer sur les plateformes parce qu'elles, justement, elles ne comprennent rien, elles ne contrôlent rien. Donc, est-ce que c'est dangereux ou pas, cette nouvelle house, est-ce qu'elles sont dangereuses ou pas ? C'est ça la question qu'on se pose ce soir. Lucas, tu as fait partie d'une house, toi ? Yes. T'as fait la Drama House ? Ouais. C'est quoi la Drama House ? C'était une house. Moi, je sais que ça existe depuis très très longtemps, cette house. C'était avant la house de Benoît Chevalier, la Queen House, tout ça. C'est quoi la Drama House ? C'est une house où il y a un peu des dramas, des embrouilles, des disputes et avec plusieurs créateurs de contenu. Et vous la diffusez où ? Sur TikTok, Snapchat, et c'est tout. D'accord. Et c'est scénarisé ou c'est des vrais
Oui, il y a certaines histoires qui sont scénarisées, bien évidemment. Alors, on va recevoir avec toi Dear Chris. Alors, Dear Chris, toi, tu es créateur de contenu et influenceur dans l'univers beauté, luxe, lifestyle. Ouais. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu rassembles plus de 13 000 abonnés sur Insta, une communauté de plus de 76 000 personnes sur YouTube. Exactement. À travers tes vidéos et prises de parole, tu abordes aussi des sujets de société et d'actualité qui suscitent régulièrement le débat. Grâce à ton ton direct et ta proximité avec ta communauté, tu t'es imposé comme une personnalité suivie du paysage digital. C'est Totalement. C'est bien présenté. Parfait. Ok, super. Alors bienvenue. Merci. Donc toi, tu n'as jamais participé à des house. Non, jamais. Et qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu as comme regard sur ces nouvelles house, ces nouvelles téléréalités? On peut le dire, hein, parce que c'est de la télé-réalité. Est-ce que tu penses, par rapport à ce que je viens de dire, que c'est une bonne chose ou au contraire une mauvaise chose? Je pense que déjà, ce qui est important de se rappeler, c'est ce pourquoi ça plaît. C'est parce qu'il n'y a pas les pubs, il n'y a pas les montages. On a l'impression de voir quelque chose de réel, de voir au jour le jour ce qui se passe en direct, alors que les émissions comme Secret Story par exemple à l'époque c'était beaucoup coupé, il y avait du montage, des musiques, des transitions, et je pense que c'est ça qui plaît aux gens qui regardent ce type de contenu. Mais effectivement je pense qu'il y a un grand manque de supervision, de contrôle là-dessus, parce que les gens en fait sont amenés à faire des choses entre se battre, des propos, enfin je sais que dans la Drama House j'ai vu dernièrement ils se balancent de la nourriture entre eux, ils se mettent des claques, enfin ça va beaucoup trop loin, et c'est des choses, je pense, qui sont mises à la disposition de jeunes personnes, parce qu'il n'y a pas forcément d'âge pour s'inscrire sur Snapchat, TikTok, même si de base il y a un âge légal, mais les gens... C'est pas respecté, c'est pas contrôlé. Exactement, donc même à 9 ans, quelqu'un peut voir ce type de contenu, et maintenant on a vendu la chose comme étant en fait un Eldorado où c'est facile de se faire de l'argent, d'être devenu populaire, de gagner en notoriété, et je pense que c'est ça aussi qui plaît et qui fascine les gens, parce que on l'a vu, il y a la HMI, Team Nasdaq, Drama House, Queen House, il y a tout ce type de nouveaux contenus qui émergent, et les gens ils se disent mais je peux gagner des milliers d'euros grâce à ça, et je pense que c'est ça qui plaît. Mais en même temps il faudrait réguler et aussi mettre des règles, parce que ça peut vite déborder et devenir hyper dangereux, et surtout mettre des idées dans la tête des jeunes de se dire que c'est ça la vraie vie, c'est ça où je vais évoluer, c'est dans ça que je vais évoluer, je vais en faire ma carrière, alors que on l'a vu avec beaucoup de personnes qui, notamment, ont commencé ce type de projet de house, etc., qui ont été par la suite après lâchés dans la nature, sans revenus, sans compétences professionnelles, sans diplôme, et que donc du coup, ils étaient presque des parias de la société, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que personne veut d'eux, faire le métier le plus basique, les gens les connaissent et ils vont se dire mais est-ce qu'ils vont pas venir poser un problème dans ma société, etc. Donc, alors on a vu là d'ailleurs sur la team Nasdaq, est-ce que tu connais Nasdaq, Nicolas? Je connaissais le Nasdaq, indice boursier de la technologie américaine. Non, je connais quand même... Nasdaq, qui était quand même l'année dernière le plus gros Snapchatter France, je crois. C'est quand même 8 millions d'abonnés. Pareil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut les critiquer, mais on peut pas leur enlever ce côté de réussir à fédérer les gens. Je veux dire, c'est quand même un exploit. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions de télévision qui n'arrivent pas à le faire. Si on parle de Nasdaq, c'est donc des incidents qui se sont passés sur... alors, je sais pas comment on appelle ça, house, télé-réalité, enfin son voyage en Égypte, là, au Caire. Alors justement, je vais expliquer ce qui s'est passé. La team Nasdaq se retrouve au cœur d'un important bad buzz après un voyage en Égypte qui aurait mal tourné. Selon le blogueur Aquababe, une violente altercation aurait éclaté vers 6h du matin entre Mouna et Bilal, poussant la jeune femme à être transportée aux urgences. Aucune confirmation officielle n'a encore été apportée par les principaux concernés. Le blogueur évoque également de fortes tensions, des comportements excessifs au sein du groupe durant le séjour. Apparemment, c'était le bordel, si je peux dire ça. Plusieurs membres prépareraient déjà leur retour en France. Très attendu sur les réseaux sociaux. La prise de parole de Nasdaq devrait intervenir prochainement, si ce n'est pas déjà fait, je crois. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok, je scrollais, j'ai vu apparemment, elle s'est pris un coup de couteau dans le front et à côté de l'œil par je sais pas qui. Elle s'est pris une bouteille envers ses Bilal pour se défendre. C'est une bouteille, parce que sur TikTok, j'ai lu un couteau. Alors c'est elle qui avait le couteau, apparemment, parce que j'étais pas présent, mais apparemment c'est elle en fait qui a tenté de poignarder du coup certaines personnes, et Bilal, pour se défendre, il a pris une bouteille en verre et il l'a tapé avec. Donc c'est pour ça qu'elle a des pansements sur le visage. Est-ce que ça va pas trop loin tout ça? Ça va beaucoup trop loin. C'est abusé de ouf. Alors heureusement qu'on ne l'a pas vu, je crois pas que ça a été filmé, ça a juste été rapporté, notamment par Aquababe, et je sais que Nasdaq a réagi, il a fait une assez longue story où il a un petit peu confronté du coup toutes les personnes. Il a dit quoi, Nasdaq?
Il a dit que ça allait beaucoup trop loin, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la chose qui répète toujours ça. Après, il dit que ça va un peu trop loin, mais ça l'arrange parce que ça fait des vues, ça fait des clics et ça fait du revenu. Moi, Magali, vous connaissez mon ouverture d'esprit. Vous savez que je n'ai jamais été de ceux qui jetaient la pierre sur les influenceurs, sur la télé-réalité. Mais à un moment, il faut un peu de régulation. Et réguler, c'est pas censurer. Réguler, c'est protéger. Aujourd'hui, Nasdaq, c'est une communauté de 8 millions de personnes. Enfin, je sais pas si vous imaginez, 8 millions de personnes, ça fait quand même 3 fois l'audience du 20h de TF1. C'est clair. Au 20h de TF1, on dit pas n'importe quoi. Bien sûr. Au 20h de TF1, il y a un gendarme qui s'appelle l'Arcom qui regarde ce que le 20h de TF1 dit. Au 20h de TF1, on monte pas d'images violentes. Au 20h de TF1, on est contrôlé. Quand je dis contrôlé, on n'est pas censuré. On est contrôlé sur ce qu'on dit. Ce qu'on dit doit être vrai, prouvé. C'est de l'information. Et là, il y a zéro régulation. Et surtout, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a une économie qui se crée autour de ça. Il y a une économie entière qui prospère sur le chaos, sur la violence, sur l'humiliation, sur l'absence de règles. Et tant que ça fera de l'argent, certains en vivront. Et Nasdaq, en plus, ce qui est inquiétant, c'est que dans sa communauté, j'aimerais on n'a pas les données précises, mais je suis à peu près persuadé que sur les 8 millions... Alors il a 9 700 000 abonnés. Vous en avez la moitié qui doivent être mineurs. Vous avez des mineurs, et des mineurs, quand vous les mettez devant un programme télé, il y a des règles avec l'Arcom où on indique que ce programme est interdit aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans, parce que trop violent, parce que à caractère pornographique, parce qu'il y a présence de tabac, d'alcool, oui, on se casse pas des bouteilles sur la tête, de propos injurieux. Et là, il y a zéro police qui contrôle. Quand je dis police, d'organes instructeurs qui maîtrisent le contenu. Il y a zéro prévention des gens qui vont regarder, à qui on pourrait dire attention, les images vont être violentes. Attention, ce que vous voyez, c'est pas la vraie vie. Attention, c'est dans le cas de la télé-réalité que vous avez fait. Attention, c'est scénarisé. Et ce que vous voyez n'est pas forcément le reflet d'une vraie société. Là, c'est du contenu brut, sans règles, le chaos, qu'on envoie directement dans des tuyaux à destination de gens qui ne sont pas préparés à voir ces images, de gens qui ne sont pas éduqués à voir ces images, à qui on n'a pas dit attention, ce que tu vas voir, il faut le regarder avec un certain recul, avec un certain second degré, et on contrôle pas le contenu, parce que là, s'il va le faire en Égypte, c'est pas simplement pour la beauté des pyramides, c'est aussi parce que quand on va tourner ce genre de télé-réalité à l'étranger, on n'a pas les mêmes règles qui s'imposent. Alors là, par contre, comme il y a eu des faits de violence, bon courage avec la justice égyptienne, parce que c'est pas des rigolos. Mais si en plus les types s'exportent, ils le font intentionnellement. Après, c'est pour aussi montrer d'autres paysages, etc. Dans la création de contenu. Je veux bien l'entendre. Moi, je voudrais savoir, Lucas, quand tu as tourné dans ta house, tu l'as fait pourquoi ? Tu l'as fait pour l'argent ? Tu l'as fait pour être connu ? Parce qu'on a le droit de dire j'avais envie d'être connu. Moi, je comprends tous ces gens qui ont envie d'être connus. Moi-même, moi, je suis pas hypocrite. Quand on a tous fait de la télé, c'est qu'on avait tous envie d'être connus. Personne nous a forcé. Tous ceux qui disent oui, moi, j'ai jamais demandé d'être connu, ça me saoule. Les gens qui aiment même les chanteurs, les acteurs, tout ça, je trouve ça hyper hypocrite. Parce que quand on n'a pas envie d'être connu, il suffit de le faire, de pas être connu, c'est pas compliqué. Quand on a envie d'être connu, c'est plus difficile. C'est du travail, des sacrifices, etc. Tu l'as fait pourquoi exactement ? Je te laisse me répondre juste après cette petite pause. Restez avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h28, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Alors ce soir on parle des débordements sur les réseaux sociaux, on parle de ces nouvelles téléréalités, de ces fameuses house qui sont créées en direct sur les réseaux par les influenceurs eux-mêmes. Alors c'est bien, c'est la création de contenu, c'est cool, c'est vrai, mais finalement, on voit qu'il y a des sortes de télé-réalités qui se créent, mais du coup sans réglementation, sans contrôle, sans surveillance. Les plateformes laissent diffuser totalement. Alors là où je te rejoins, on reçoit je vais me représenter nos invités pour les auditeurs qui nous rejoignent. On reçoit Nicolas Bays, qui est un ancien député politique. Nicolas, t'es incroyable, intervenant médiatique, etc., etc. Et on reçoit Lucas Zepos, qui est créateur de contenu, qui a fait partie d'une house, donc ces fameuses
fameuse télé-réalité. On reçoit Dirk Chris, qui est influenceur, créateur de contenu, qui est actif aussi sur YouTube. 76 000 personnes sur YouTube. Je rappelle quand même pour nos auditeurs, puisqu'on parle du milieu de l'influence sur cette émission, que, en petite indication, les abonnés YouTube sont les plus difficiles à avoir. Il faut savoir que les créateurs de contenu, quand ils sont sur TikTok, ils peuvent monter avec une vidéo à 500 000 abonnés, on ne sait pas d'où ils sortent. C'est vrai ce que je dis. Alors que sur YouTube, pour gagner un abonné, c'est ultra compliqué, c'est un vrai boulot, c'est très difficile d'avoir des abonnés sur YouTube. Et je rappelle que Sud Radio fait partie des émissions, des radios, qui ont le plus d'abonnés, puisque Sud Radio dépassait les 1 million d'abonnés sur YouTube, ce qui est énorme. Voilà, donc je voulais juste apporter cette précision à nos auditeurs. Ma question, c'était... pourquoi j'ai fait la house, c'était pourquoi pour le buzz. Pourquoi t'as fait la house? Yes. On veut savoir. Alors pourquoi j'ai fait la house? Pour être honnête, Anaïs et Manu, du coup les gens qui gèrent la house, c'était des bons amis à moi. Donc ils m'ont proposé le projet. Moi j'étais déjà sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et quand ils m'ont proposé le projet, je me suis dit let's go, on va tester. En vrai c'est une expérience humaine en vrai, donc let's go. Mais quand tu vas, tu sais que tu vas gagner de l'argent. Tu te dis allez, peut-être ça va me permettre de gagner de l'argent, peut-être ça va me permettre d'être connu. Tu vas forcément avec une arrière-pensée. J'ai une vraie question, Magali, si vous me permettez, parce que à un moment on parle d'influenceurs, on parle, mais c'est comme tous ces gamins qui veulent faire du football professionnel, et il y a des milliers de jeunes qui se présentent dans les clubs, et à la fin il y a que 150 joueurs professionnels. Les créateurs de contenu. Le message qu'on doit marteler aux jeunes, parce que moi je suis pas, je veux pas passer pour le boomer de la soirée, même si je viens de vieillir un petit peu, mais créateur de contenu, c'est un vrai métier. Oui. Aujourd'hui, oui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des copains créateurs de contenu. Je pense à Martha, que vous connaissez aussi, qui bosse une vidéo d'1 minute. C'est une journée de travail à l'écrire, à la tourner, à la monter. Enfin, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte, parce qu'après, il y a ceux qui tapent facilement sur les influenceurs en disant c'est des jeunes branleurs, excusez-moi du terme. Non, pour les vrais créateurs de contenu, il y a un travail de scénarisation, d'écriture, de mise en scène, de montage, de post-prod derrière, et puis après derrière le vendre, parce que on le poste pas en disant tiens c'est une bouteille à la mer, on va voir comment ça fonctionne. Il faut le poster, le pousser et faire la promo. Sûr. Et à côté de ça, là où je vous trouve injuste vis-à-vis de ces créateurs de contenu, c'est de dire que les house, c'est de la création de contenu. Non, les house, c'est de la télésurveillance. On met des caméras dans une maison, on regarde ce qui se passe, et s'il se passe des choses intéressantes, on est content, parce que ça fait Donc ça toi, fait du clic. Tu penses qu'une house, c'est pas une création de contenu? Je suis d'abord, alors au-delà du fait qu'il n'y ait pas de règles et que ça me gêne profondément, contrairement à la télé-réalité. Alors la télé-réalité, c'est pas ma télé préférée, mais il y a des règles. Ça plaît à un public, et chaque public doit trouver, chaussure à son pied, et donc regarder ce qu'il aime. Donc si la télé-réalité fonctionne, il faut qu'il y ait de la télé-réalité. Mais à côté de ça, c'est régulé. On n'y fait pas n'importe quoi. On laisse pas. C'est vous qui disiez que les jeunes qui sortent de là, on les laisse dans la rue. Nature, et c'est ce qui s'était passé un peu pour malheureusement Loana. Dont on a parlé la dernière fois. Quand elle était sortie du premier Loft, elle avait été laissée un peu elle-même, et c'est peut-être un peu pour ça qu'elle a vrillé comme elle a vrillé. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, de cette expérience, les candidats de télé-réalité voient des psys, sont suivis par la suite. On les relâche pas dans la nature. Là, on fait venir des jeunes, on leur vend du rêve, et c'est pour ça que je vous ai interrompu, en leur promettant monts et merveilles, mais au final, si vous avez le droit d'en parler, vous avez gagné combien sur cette house? Enfin, ça vous a rapporté quoi? Honnêtement, je gagnais déjà de l'argent avec les réseaux sociaux, mais on va dire que la première house, peut-être pour 15 jours de tournage, j'ai dû faire, peut-être 5 000, 6 000 euros. Mais c'est quand même énorme. Avec les collaborations, TikTok, les sons rémunérés. Tu imagines, tu dis ça à un jeune aujourd'hui qui... Mais c'est pas tout le monde. Moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, parce que des fois, il y a des gens qui viennent en house et qui n'ont pas d'abonnés. Donc ils partent de zéro, donc c'est pas du tout la même chose. Oui, mais ces gens-là, ils ont envie d'arriver à ton niveau. Oui. Et si ce n'est plus. Oui, mais Magali, alors 5 000, 6 000 euros pour 15 jours, ça représente une somme. C'est énorme. Mais ça serait une vraie somme si vous faisiez tous les 15 jours une house à 5 000 euros. Oui, mais si j'aurais continué là. Mais si vous faites 6 000 euros sur 15 jours, et puis après vous avez 6 mois sans rien avant de faire la house suivante, il faut vivre 6 mois avec les
les 5 ou 6 000 euros, ça apporte pas une sécurité. Alors oui, oui et non, si je peux me permettre, tu me dis si je me trompe, mais en fait, ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils te rémunèrent après sur chaque vidéo TikTok, par exemple, quand vous postez des vidéos YouTube, quand tu postes des vidéos, t'es rémunéré. Donc la house va faire accentuer, effectivement, tu vas avoir un push de revenus, mais après, ils continuent à gagner de l'argent. Là où c'est compliqué, c'est de dire à des gens, ok, en fait, là où c'est compliqué, c'est de dire aux jeunes, tu peux aller 15 jours dans une house et gagner 5 ou 6 000 euros. Tu comprends que les jeunes, ils sont prêts à tout pour gagner 5 ou 6 000 euros en 15 jours. Donc, ils sont prêts à aller faire ces conneries. Et c'est là où c'est dangereux. C'est que les plateformes aujourd'hui, si je peux me permettre, distribuent quand même de l'argent facile. Enfin, TikTok aujourd'hui, c'est entre les live match. J'ai testé moi live match. J'ai fait moi pas longtemps la vieille sur TikTok. Ça m'a passé déjà que je passe pas beaucoup moi. Mais je voulais comprendre le schéma. Je voulais comprendre le fonctionnement. C'est quand même hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est de l'argent qui c'est les vidéos, tu postes une vidéo, moi je les vois les TikTokers, alors combien j'ai gagné sur cette vidéo, là j'ai gagné tant, machin, etc. Ils ont plus besoin des placements de produits aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est les plateformes qui vous payent directement. Les plateformes aujourd'hui, le gros problème des plateformes, c'est qu'elles jouent le rôle de tuyau, donc en disant on met ce qu'on veut dans le tuyau, hein, alors que en fait c'est des éditeurs qui s'ignorent, parce que quand vous êtes une librairie, que vous vendez des livres, vous n'êtes pas juste le tuyau qui vend les livres, vous êtes responsable des livres que vous vendez dans une librairie. Si vous vendez un livre qui promeut le racisme... Oui, mais les plateformes, elles se dédouanent. C'est là où je te rejoins. Et les plateformes doivent être aujourd'hui considérées comme des éditeurs et avoir la responsabilité d'un éditeur. Oui. Si demain, on vous humilie en direct sur Snapchat, ce que je ne vous souhaite pas, et que la plateforme gagne de l'argent, est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal. Et pourtant, la plateforme ne gagnera de l'argent sur votre humiliation, mais ne sera pas poursuivie sur votre humiliation. C'est normal. Ben moi, je considère pas que ça soit normal. Alors ça, je te rejoins dans le sens où les plateformes, de toute manière, c'est un vrai problème. Hein. Ça, c'est même dans le cyberharcèlement, etc. Tu peux tout dire sur les réseaux sociaux. Snapchat, comment il s'appelle, Nasdaq aujourd'hui a fait partie des plus gros Snapchatteurs France. Sur chaque house qu'il fait, c'est-à-dire chaque contenu qu'il fait, il est rémunéré par Snapchat. Je pense qu'avec 8 millions d'abonnés ou 9 millions sur Snapchat, il doit ramener énormément d'argent à Snapchat. Quoi qu'il fasse aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est pas banni de Snapchat. Ah oui. Alors qu'il y a des influenceurs qui ont été bannis, que je connais, de Snapchat, pour des choses qui sont futiles, j'ai envie de dire, à côté de trucs où on explique que l'autre il s'est tapé la bouteille sur la tête, que l'autre il est fini à l'hôpital, l'autre elle se monte sa tête, elle est complètement défigurée. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une profonde injustice de traitement de la part des plateformes sur certains créateurs de contenu où ils choisissent qui ils ont envie de pousser, qui ils ont envie de rémunérer, et quitte à faire du trash, on s'en fout, et d'autres qui ont du contenu peut-être un peu plus soft, ceux-là on les met pas en avant, on les montre pas, et on les certifie pas. Par exemple, sur Snapchat, la certification de Snap est donnée au bon vouloir de Snap. Oui, c'est clairement ça. Parce que moi, par exemple, Snapchat France m'avait promis la certification à 30 000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai 50 000 abonnés sur Snapchat et je la vois toujours pas. Et j'ai beau les relancer. On me dit que j'ai pas le profil pour, alors que de base, on m'avait promis à 30 000 abonnés de l'avoir, et je parle vraiment avec Snapchat France. Donc c'est pas un intermédiaire, une agence ou quoi. Et enfin oui, c'est n'importe quoi parce qu'ils veulent certifier qui ils veulent. Moi j'ai des amis qui sont fait certifier, ils avaient 5000 abonnés sur Snapchat, juste parce qu'ils sont connus, ils ont 1 million d'abonnés sur TikTok. Ouais. Donc il y a de l'injustice quelque part aussi. Dire Chris, toi tu es sur Snapchat aussi ? Non. J'arrive pas. C'est une plateforme que t'aimes pas ? Non, j'arrive pas à me dire que je peux me filmer, montrer. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une vie palpitante, passionnante. Moi, je fais juste mes petites vidéos. Je parle de sujets de société, des influenceurs, de l'actualité, etc. Alors que Snapchat, c'est pas ma plateforme, même de base, quand c'est sorti, j'allais pas forcément dessus. Donc c'est pas fait pour moi. Moi, j'aime juste créer, échanger. Et je pense que le fait de faire en direct aussi, c'est pas ce qui me plaît le plus. Même les lives, j'en fais de temps en temps sur TikTok, mais c'est pas non plus mon domaine de prédilection. Ouais, c'est pas ton délire, quoi. Non, clairement pas. Et qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, très clairement, de la responsabilité des plateformes parce que, en vrai, Nasdaq ou pas Nasdaq, on va pas se mentir, lui, il a pris son créneau, il a réussi, il excelle dans son créneau. Enfin, pourquoi s'arrêter ? Enfin, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, et si c'est pas lui, ça sera un autre ?
D'ailleurs, on l'a vu avec Ashmi House, avec plein d'autres houses, Benoît Chevalier, où il y a eu aussi des problèmes, je crois, chez Benoît Chevalier il y a pas longtemps. Il y a eu ça, lui qui va très mal psychologiquement, mais il y a eu aussi des problèmes dans sa house, pareil, entre plusieurs protaganistes, je crois. Enfin bon, bref. Donc de toute manière, quoi qu'il, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ça, c'est pas. Je pense que vraiment, on peut pas leur jeter la pierre. Maintenant, les responsables finalement de mauvais exemples sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est les influenceurs, les créateurs de contenu, ou est-ce que c'est les plateformes qui sont responsables pour toi, Chris ? Moi, je pense qu'il y a 3 entités qui sont responsables. Il y a le créateur de contenu en soi, donc là on va dire Nasdaq, parce qu'il choisit ce qu'il va montrer. Là notamment il n'a pas montré l'altercation, le fait qu'elle prenne un couteau, qu'elle veuille planter des personnes. Il y a la plateforme en elle-même et il y a les personnes qui regardent aussi. Parce qu'il y a ce fameux voyeurisme, et c'est pour ça que ça plaît autant. Quand on voit que des sujets de société, de politique intéressent beaucoup moins, quand notamment Benoît Chevalier est revenu en live sur TikTok. J'avais regardé, c'était il y a quelques jours à peine, il avait 42 000 personnes sur son live TikTok. Ce qui est énorme. Il y avait eu 22 000, j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais 22 000 partages, ce qui est aussi énorme. Et de se dire que ces personnes ont une aussi grosse audience, alors que des sujets de société qui devraient intéresser chaque citoyen, non, il y a 1000 personnes, 2000 grand max. Et quand je me dis qu'il y a 42 000 personnes qui vont regarder ça, juste une personne qui vient t'expliquer pourquoi il y a eu un triangle amoureux et pourquoi à telle personne ça s'est pas bien passé, ou parce que cette personne a trop bu, cette personne a trouvé ça. Je trouve que, alors oui, il y a ce voyeurisme aussi, on aime tous un peu les cancans, en quelque sorte, j'ai envie de dire, sinon la télé-réalité n'existerait pas, mais c'est presque malsain en fait. Donc pour moi il y a ces 3 entités en fait qui sont responsables, pas juste l'un ou l'autre ou une autre personne. C'est pour moi ces 3 entités qui sont responsables. Alors, Nicolas, il y a eu des commissions d'enquête faites par des parlementaires, donc des députés, sur par exemple les placements de produits des influenceurs, à juste titre parce que je pense que c'était nécessaire et c'était utile. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de, enfin pardon mais moi, j'ai vu la commission d'enquête sur TikTok, par exemple. Je la trouve très hypocrite. J'ai l'impression qu'on a des députés qui veulent se mettre en avant et qui veulent faire un spectacle de cette commission d'enquête. C'est le risque des nouvelles commissions d'enquête. Oui. Au lieu de faire une commission d'enquête qui va profondément... mais la loi des influenceurs, quand je la reprends, point par point, elle a rajouté quoi au code de la consommation qui était déjà existant ? Parce que annoncer qu'on fait une publicité, c'était déjà la loi. C'est obligatoire. C'est dans le code de la consommation, c'est ce que m'avait appelé la RPP d'ailleurs, l'autorité qui régule la publicité, tout ça. Bon, bref, ça existait déjà. Ne pas faire de pub pour la chirurgie esthétique, c'est déjà dans la loi. Ne pas faire de publicité pour l'alcool avec la loi E20, la loi E20 existait déjà. Mettre un nom sur un nom, dire voilà, les influenceurs existent vraiment, ça, ok. Il y a des choses qui ont été apportées, c'est vrai, mais c'est pas ça qui a... Et vous y avez contribué ? J'y ai contribué, oui, non, parce qu'à l'époque, moi, en 2021, quand j'avais appelé Bruno Le Maire, à l'époque, il n'avait pas le temps. Donc ils étaient pas, mais en 2022, quand ils se sont tous réveillés à cause de mon histoire et de cet acharnement, malheureusement, j'y ai contribué, j'aurais aimé y contribuer autrement, tu vois. Mais bon, c'est, en fait, je me dis, finalement, les enquêtes parlementaires aujourd'hui qui sont données à l'Assemblée nationale, j'ai la sensation, je ne sais pas ce que vous en pensez vous en tant que créateur de contenu, quand ils reçoivent Nasdaq et qu'ils le jettent un peu en pâture pour savoir, alors est-ce que c'est scénarisé, pas scénarisé ? Même si c'est scénarisé, c'est pas ça qui gêne la société. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi les plateformes aujourd'hui acceptent de diffuser certaines dérives. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi aujourd'hui les plateformes ne seraient pas sanctionnées s'il y a des dérives qui sont faites. Qu'est-ce que les plateformes doivent mettre en place pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a des députés qui sont là et qui demandent aux influenceurs, alors, c'est scénarisé ou c'est pas scénarisé ? Et après, t'as la députée qui fait une vidéo TikTok après pour se moquer de Nasdaq. Je trouve ça... J'ai du mal à situer le truc, en fait, tu vois. C'est un peu le problème de la politique d'aujourd'hui qui, c'est peut-être pour ça que j'en fais moins, qui est devenu une forme de politique spectacle, mais de mauvais spectacle. On le voit sur les dernières commissions d'enquête. Après, on peut pas dire que rien ne soit fait, parce que d'ailleurs, l'Union européenne a statué et ce qui a déclenché l'ire de Donald Trump, parce qu'elle a statué sur les réseaux sociaux et sur les plateformes, et les plus grosses plateformes et les plus gros réseaux aujourd'hui sont américains. Enfin, il y a aussi les Chinois avec TikTok, mais les grosses plateformes Insta, YouTube, WhatsApp, c'est américain.
Et on a mis en place, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle le DSA, donc ça doit être le Digital Service Act, qui permet en cas de dérive sur le contenu, sur la régulation, sur la protection des datas, parce que ce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément, c'est que votre téléphone portable, quand vous offre d'accéder à Instagram gratuitement, à YouTube gratuitement, alors que ça coûte de l'argent en plateforme de produire ces supports, vous le payez quand même. Vous le payez avec quoi ? Votre data. On sait ce que vous regardez, on sait. Vous savez que quand vous êtes dans un restaurant avec votre téléphone et que vous avez WhatsApp ouvert, WhatsApp envoie la donnée data de tous les gens qui ont le WhatsApp autour de vous dans le restaurant. Parce que vous êtes dans un restaurant avec votre WhatsApp, c'est tous les gens qui sont dans le restaurant avec vous au même moment que vous, qu'ils soient à votre table ou la table d'à côté. Hein. Ça sert de capteur. Enfin, je veux dire, ces plateformes, en plus de vivre de contenus qui parfois passent les bornes, vivent avec votre data. Vivent avec, ça, c'est sûr, vivent avec vos sûr, informations qu'ils traduisent et qu'ils vendent. Donc là, l'Union européenne s'est positionnée là-dessus, a mis en place le Digital Service Act, et ça fait trembler les plateformes, et ça rend colérique un peu M. Trump, parce que l'amende qui a été votée peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel d'une plateforme. Donc imaginez si demain une sanction tombe sur Instagram ou sur YouTube en disant voilà, vous avez enfreint tel code, telle gestion de la donnée, le respect de la vie privée, ou vous avez passé des images de violence sans contrôler, on vous tape 6 points de votre chiffre d'affaires de l'année. Ça va piquer un peu, parce que de toute façon, elles ne comprennent que quand on tape au porte-monnaie. Enfin, je veux dire, on parle quand même de plateformes qui sont là pour faire de l'argent. Elles ne font de l'argent qu'avec vos données et qu'avec les vues qu'elles génèrent. Et elles s'en foutent de ce que vous regardez, du moment que vous regardez. Donc elles font de l'argent avec de la violence. Elles font de l'argent avec de la haine. Elles font de l'argent avec de l'humiliation. Et elles s'en foutent parce qu'aujourd'hui, elles s'estiment non responsables en se disant « Nous, vous savez, on est juste le tuyau ». Mais là où elles nous mentent en disant ça, c'est que ces plateformes qui sont soi-disant juste le tuyau, elles sont bourrées d'algorithmes. Les algorithmes, ils poussent en avant des contenus. Donc, Nasdaq, ça fonctionne un peu, la plateforme se dit ça fonctionne un peu, donc c'est que ça peut fonctionner, donc on va le mettre plus en avant pour que ça fonctionne encore plus. Mais ça, je suis désolé, dans un métier de média, ça s'appelle le travail de rédacteur en chef. Mettre en avant ce qui fonctionne le mieux pour que ça fonctionne encore mieux. C'est pas juste un tuyau. C'est le boulot d'un rédacteur en chef qui dit cet article-là, cette vidéo-là, ça va bien fonctionner, ou ça fonctionne déjà bien, donc on la met encore plus en avant parce que ça va nous rapporter plus d'argent. Eh ben, ces plateformes qui font ça doivent en assumer les conséquences. Est-ce que, Chris, toi, quand tu vois, après je donne la parole à Lucas, quand tu vois je pense que tu as suivi ces auditions, etc., est-ce que tu penses que c'est suffisant ou est-ce que tu penses que c'est inutile ? Je pense que c'est surtout très hypocrite. Ça revient à ce que je disais avant. En fait, il y a ce voyeurisme parce que ça plaît, parce que les gens, même les politiciens en soi, sont amenés à voir ce type de contenu. Ils ont posé des questions pour moi qui avaient pas forcément ni queue ni tête, mais demandé à Nasdaq combien il gagne, alors qu'on sait que en une journée c'est des dizaines de milliers d'euros à un certain moment, et qu'on lui repose cette même question. Enfin, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est pas plus important de se focaliser sur le contenu qu'il propose, sur le danger que ça peut amener ? Lui, comme il y avait eu Adrien Laurent, Alexis Chance, les Tanti, je crois. Il y avait Julien Manon, oui. Exactement. Alexis Chance, qui est toujours présent sur les plateformes et qui a un discours, moi je trouve, extrêmement dangereux. Adrien Laurent, bon, il fait ce qu'il fait. Nasdaq, il était là, il a répondu, mais je trouve que c'est hypocrite d'un côté, c'est important qu'il le fasse aussi, mais ça n'a rien changé. Faut être. On est d'accord. Non, enfin oui, on est d'accord. Faut être sérieux 30 secondes et se dire que ça n'a rien changé. Et depuis 2023, quand il y a eu cette fameuse loi, je crois que c'est juin 2023. Quand il y a eu la loi pour encadrer un peu mieux les influenceurs, depuis, qu'est-ce qu'il y a eu de plus ? On l'a vu, bon, ok, Poupette s'est fait bannir, ok, cool. Et après, quoi d'autre ? Ça continue, elle est toujours présente sur les plateformes, Nasdaq est toujours présent aussi. Si à la rigueur, il proposait du contenu, ok, où il y a du sensationnalisme, où il y a
ces petites bastons, parce qu'on aime tous le cancan, comme je disais, on aime bien un petit peu les histoires, ça nous fait nous échapper du quotidien. Mais quand on voit que là, on parle quand même de Nasdaq et d'une fille qui est dans sa house, qui a failli tuer quelqu'un, parce que c'est ce qu'elle a essayé de faire avec un couteau. Apparemment, je trouve qu'au bout d'un moment, il sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien aussi pourquoi il en parle. Parce que ça va faire cliquer. Il l'avait dit, lui, dans son Snapchat que j'ai regardé tout à l'heure, où il disait les principaux concernés en parleront sur leur réseau, allez voir leur réseau, enfin, faire de la pub sur ce type de choses. Il a dit ça, là, tout à l'heure ? Ouais. En mode, les principaux concernés, donc Chicano, je crois, Mouna et Bilal, donc les trois qui sont en quelque sorte battus, ils en parleront s'ils ont envie d'en parler, parlez-en sur vos réseaux. C'est un petit peu... Le ton de sa voix, c'est un peu comme si il ordonnait à ces personnes d'en parler, parce qu'il sait très bien que ça va ramener un tel, va aller voir vers un tel, ça va faire comme une espèce de soit de triangle ou de cercle, et chaque personne va revenir. Un réseau. Exactement. Donc je trouve que, voilà, pour moi, la commission d'enquête n'a servi strictement à rien, à part faire une énième émission limite de télé-réalité aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai, ça c'est vrai, on a l'impression effectivement que la commission d'enquête c'est une télé-réalité, tout le monde attendait l'audition de Nasdaq, l'audition de l'autre et machin, il y avait des reprises, ça a été commenté, c'est vrai, c'est triste pour des politiques. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'ils les font venir. Oui, je suis d'accord, mais... Moi j'ai fait des commissions d'enquête sur... quand j'étais député, vice-président de la commission de la défense, je faisais des commissions d'enquête sur la filière munitions des armées françaises, il n'y avait pas beaucoup de gens qui regardaient sur internet quand je recevais oui, mais il y a peut-être que des choses plus importantes en France que de faire une télé-réalité à l'Assemblée nationale, tu vois. Mais là, je pense que malheureusement, et c'est enfin, je veux dire, on est à l'heure du spectacle. Et je suis à peu près persuadé que les députés membres des commissions regardent en se disant tiens, si on fait venir ce type-là, il a 3 millions de followers, c'est mieux que de faire venir le gars, le chercheur. Parce que j'ai été auditionné au Sénat. Sur ces phénomènes des réseaux sociaux, de la télé-réalité, depuis des années, il y a des gens qui ont mené des études universitaires sur le sujet. On peut aussi bien faire venir un universitaire qui parlera d'un sujet qu'il connaît parce qu'il a analysé les causes, les conséquences, le fonctionnement, qui, comme moi, n'aura que 1711 followers sur Instagram. Vous avez vu, j'ai réussi à le placer. Tu l'as placé, et alors qu'ils préféreront le gars qui a 8 millions, qui nourrira pas beaucoup en plus le travail de la commission, parce que le jeune, il répondra basiquement à des questions basiques, alors que faire venir... des spécialistes, des médias, des chercheurs, vous allez créer un peu de fond. Là, c'est quoi ? C'est, voilà, regardez comment je me suis fait... c'est un peu Charles à l'oncle, hein, regardez comment je me suis fait Nagui. C'est quoi l'intérêt de se faire Nagui ? Enfin, je veux dire... Et Lucas, toi, quand tu étais dans cette house, est-ce qu'on t'a demandé... avant d'intégrer la house, avant de commencer les fameux tournages entre guillemets, est-ce qu'on t'a prévenu, est-ce qu'on t'a dit attention, il y a ça il faut pas faire ça, il faut faire attention quand vous êtes filmé de pas déborder, il y a des langages à pas tenir, des mots à pas dire, tu vois, par exemple en télé, tu peux pas arriver et insulter avec des mots immondes, horribles, enfin et c'est normal en vrai, tu vois. Mais est-ce que on t'a posé des règles avant de commencer cette house ? Pas vraiment, mais moi, la seule condition que je leur avais posée pour participer à cette house, c'était que mon image, elle soit clean. Que je fasse pas de dinguerie. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que les organisateurs de la house t'ont posé à des conditions ? Parce que en fait, c'est à eux de mettre des conditions en vrai. C'est à eux de dire, les amis, vous venez, mais il y a des règles à respecter, on peut pas faire ça. Voilà. Contrat. Est-ce que t'as eu ça ? Il y avait pas vraiment de contrat, mais c'était en mode quand ils nous disaient quelque chose, on devait le faire, quoi. Oui, mais est-ce qu'on te disait mais est-ce qu'on au début, non. Avant que j'arrive, on m'a pas dit oui, tu dois faire ci, ou il y a des conditions, tu dois pas faire ça. Je te parle pas de scénariser, moi. Je te parle de comment dire. Mettre des limites, par exemple. Voilà, mettre des limites. Est-ce qu'on t'a mis des limites ? Est-ce qu'on t'a dit t'as pas le droit de taper les gens ? Ah non, t'as pas le droit de. Non, pas du tu tout. vois, il y avait, pour eux, c'était limite, c'était mieux s'il y avait aucune limite. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on vous a pas mis des limites pour vous brider ? Mais est-ce que parfois on vous a dit tu vas pas assez loin, ce serait bien que t'en fasses un peu plus ? Justement, oui. Plein de fois, c'est revenu plein de fois qu'on me disait que j'étais une plante verte, que je faisais rien, mais parce que je voulais pas salir mon image et pas faire n'importe quoi, insulter les gens, frapper les gens ou c'est pas du tout ma DA, quoi. Parce que là ma DA pour nos auditeurs, c'est notre direction. Même pour moi, je maîtrisais pas avant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, ça c'est typiquement les excès dans lesquels on arrive. C'est vous défendez une image qui est honorable, je viens de regarder votre contenu, vous avez une ligne éditoriale.
et puis là, on vous dit, insulte un peu quand même, parce que sinon, on va pas être regardé. Enfin, l'insulte, c'est répréhensible par la loi. Vous insultez quelqu'un dans la rue, vous risquez 2 ans de prison. Je veux dire, les réseaux sociaux, ils sont pas hors de la vie réelle. Enfin, je veux dire, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et à un moment, il faudra que les créateurs de contenu et les plateformes se rappellent que t'insultes sur Twitter avec, sur X maintenant, pardon, je suis un boomer, sur X avec un pseudonyme, si on te retrouve, tu peux pas dire sale connard à un gars sur X et ne rien risquer, parce que quand tu dis sale connard à un gars dans la rue, le gars porte plainte, c'est 2 ans de prison. Enfin, ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison, donc on met rarement 2 ans de prison, mais je veux dire, il y a une amende, il y a un risque pénal. Eh ben, dans ces émissions, c'est la même chose. Sauf à être vendu, et là, ça nécessite la prévention du public, être vendu comme un spectacle. Si c'est un film écrit et qu'on te dit, et que l'acteur dit sale connard à un autre acteur, c'est écrit, c'est un spectacle, c'est un jeu, mais on sait qu'on va voir un film. Là, quand vous êtes dans une house, et que vous avez 300 000 gamins qui regardent, ils s'imaginent regarder un vrai truc qui se passe en réel. Oui. De la vraie vie. Si je peux poser une question avant de finir cette émission, dire Chris, quelle est ta vision des réseaux sociaux dans les 2 prochaines années? Qu'est-ce que tu aurais envie qui change sur les réseaux sociaux? Il y a déjà de plus en plus de régulations, notamment en Chine avec TikTok, Douyin, etc., où on voit que les filtres sont de moins en moins acceptés, ou des personnalités qui parlent notamment par exemple de médecine, s'ils en parlent alors qu'ils ne sont pas qualifiés, sont sanctionnés. Je pense que ça serait très bien que ça arrive aussi en France, quand on voit des gens parler de politique, où ça se tape, où des gens n'ont pas fait d'études. Alors on est tous amenés à parler de politique et on doit tous être concernés, mais quand on amène des sujets, la politique, la médecine, etc., et qu'on n'est pas formé dans le milieu, je pense que ça serait bien de réguler ça et de faire surtout très attention à ce que l'on peut voir, ce que l'on peut dire, ce que les gens peuvent partager, parce qu'il y a des gens qui se permettent tout, ils se pensent invincibles sur les réseaux sociaux, en insultant, en dégradant, en dénigrant, les personnes. Enfin, tout le monde est retrouvable, il y a une justice, même si elle est très lente, qui est présente. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une meilleure régulation, si je puis dire, des réseaux sociaux, des plateformes, même si je pense que ça ne sera pas demain la veille. Et toi, Lucas, qu'est-ce que tu aimerais qui change sur les réseaux? En vrai, un peu comme il a dit, plus de régulation, surtout pour tout ce qui est harcèlement en ligne, tout ça. Il y a des choses graves qui se passent sur les réseaux, donc en vrai, mettre plus de règles, de vraies sanctions pour que tout ça se produise pas. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est que, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand tu es dans la vie normale, demain, tu as un problème, tu as le numéro, tu appelles la police. Voilà. Sur les plateformes, tu as un problème, tu n'appelles personne. T'appelles personne. C'est compliqué. Il n'y a pas de contact. C'est-à-dire que les gens, ils régissent le monde, les réseaux aujourd'hui régissent le monde. On le voit. Ils accentuent les guerres, ils accentuent les conflits, ils accentuent les richesses, ils accentuent tout. Mais il n'y a pas de contact. C'est-à-dire que c'est quand même un réseau social, c'est là où il y a censé avoir le plus de contact, c'est fait pour réunir les gens. À la base, c'est ça, un réseau social. C'est fait pour rassembler une population. Et en fait, finalement, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact avec la direction des réseaux. Puis en plus, vous avez un problème dans la vraie vie. Je vous insulte, Magali. Vous allez au commissariat, vous dites j'ai été insulté par Nicolas Baïs. Sur un réseau social, je vous insulte, vous dites j'ai été insulté par Fifi59. Oui, c'est vrai. Non mais à un moment, l'anonymat sur les réseaux est aussi une question à se poser. Parce que ça libère de la haine, enfin, je veux dire, et de la haine et parce que je vais finir sur ces mots, parce que moi, ce qui me dégoûte sur ces plateformes, c'est qu'elles font de l'argent et qu'elles monétisent la haine, la violence, l'insulte, l'humiliation. Elles vivent de nos peurs, elles vivent de nos craintes, elles vivent de nos haines, et elles en font de l'argent. Ce qu'on devrait chasser de la société pour promouvoir le vivre ensemble, elles en font un business. Et ça, c'est quand même dégoûtant. Oui, mais ça revient à ce que je disais au début. Au début, tu avais les téléréalités qui étaient peut-être pas assez régulées, donc il y a eu une évolution de la régulation. Oui, mais il y a eu quand même une évolution de la régulation. Aujourd'hui, tu arrives sur les plateformes, on retourne en arrière. Les placements de produits, c'était pareil, on monétisait l'audience avec des placements. Il y a dû avoir de l'évolution et de l'amélioration, ce qui est normal. On a essayé de structurer le métier sur quelques années, et puis finalement, aujourd'hui, ils trouvent une solution pour se monétiser autrement, et ça revient un peu le bordel, mais dans un autre truc, quoi. En fait, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai, hein.
Donc c'est un souci. Les amis, merci beaucoup. Merci pour ce débat un peu constructif. C'était pas vraiment un débat, c'était plutôt une discussion un peu constructive. J'espère que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui ont appris des choses. Dites-nous ce que vous en pensez. Les plateformes, grosse alerte, même si vous en foutez, vous nous écoutez pas, mais finalement peut-être qu'un jour on se fera entendre. Alerte, s'il vous plaît. Intervenez sur plein de choses. Vous êtes complètement inexistant, pourtant vous régissez le monde, c'est quand même dramatique. Merci Nicolas Beyz, à bientôt mon Nicolas. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci Lucas Zepos, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, continue à faire ton contenu. Bravo pour tes prises de position, enfin pas tes prises de position, mais ton côté un peu, voilà, je veux être classe, je veux mon image, je préserve tout ça. Merci Dirk Chris aussi pour être venu. Continue tes vidéos, tes prises de position, etc., etc. Merci à vous trois pour votre franchise. Restez avec nous sur Sud Radio. On retrouve tout de suite notre Jacques Pessis international qui reçoit ce soir la chanteuse Catherine Pearson. On adore Catherine Pearson. Et on se retrouve demain soir sur Sud Radio avec un sujet très intéressant également. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.